du tourisme comparativement aux 2 dernières années. Selon les prévisions, le nombre d'arrivées touristiques toucheront les 1 million d'ici décembre. Mais selon l'ARIM, il y a actuellement 1500 postes vacants dans les hôtels membres de l'ARIM. Pourtant, ce secteur peine à recruter et à retenir des employés. Pas longtemps, travailler dans l'hôtellerie à Maurice, vous allez être d'accord avec moi, était une fierté, un privilège même pour beaucoup. Pour nous aider à décortiquer la situation, nous avons 3 intervenants, des experts dans le domaine. J'invite sur scène M. Sen Ramsamy, Managing Director de la Tourism Business Intelligence. M. Ramsamy. The one and only Kanan Pakiripuli, Chief Human Resource Officer. Et le Dr Robin Nyamko, associé professeur à l'Université de Maurice. Monsieur le Président. Alors pour cette 3e table ronde, c'est mon Lafleur. Hein? Installez-vous. Alors vous avez compris la formule, on va commencer par une question à tous les 3, la même question. Point de vue workforce, oui, les micros. Alors on m'a demandé de vous aviser qu'il ne faut pas toucher le bas du micro, parce que ça va faire interférence. On est aussi sur podcast, donc ça ne va pas trop bien capter si c'est le cas. Ok, donc question globale pour vous 3 messieurs. Comment redorer la réputation de l'hôtellerie du point de vue workforce? Oui, monsieur Nanko. Merci for that. Absolutely. English. I think that's a very good question. The whole debate we're having today, I think it's really important that we contextualize it. Why are we having this debate? And to me, there are 3 broad elements that we need to take into account to be able to situate the debate, to be able to understand the importance of this debate. The first one relates to the traditional challenges the hospitality and tourism industry has, and I'm going to expand on that in a minute. The second one is generational changes taking place in the workforce. And the third one, which is very recent, is the pandemic. Okay, we had the financial crisis before, and now we have the pandemic. Those 3 challenges, they are very much intrinsically linked to each other. Okay, when we talk about the traditional challenges of the tourism industry, it includes long working hours, lack of career path, unhospitable environment, very often low pay, and it's very often perceived to be vocational. Okay, not kind of a white-collar job if you're saying you're working in the industry. And this is a perception which is obviously has had a very long tradition. The second one is generational change. The biggest challenge we face at the moment is that most hospitality or any organization in the world, this is the time when you have 4 generations working together, maybe boomer generation, X generation, Y, and generation Z. So when you start talking about generational issues in any organization, you start having a lot of conflict. The values differ, the culture differ. I think Jennifer and Daniela before and Ashwin talked a lot about how for Generation Z, for example, the value compatibility, all values should be compatible with the value of the organization. So they have totally different expectations. And the question we need to be asking ourselves is, are the organization ready to meet those challenges? Are they ready to meet the expectation of Generation Z? And Generation Z, they are roughly now between 10 to 27 years of age. And finally, the third one is the pandemic. And the reason I say those 3 challenges are very much interlinked, because with the pandemic, the new generation, they've seen people, their families, their parents, their close ones losing jobs. They've seen hospitality organizations closing down. They've seen small and medium enterprises closing down. So for them, that has reinforced the perception that the industry is very vulnerable. Okay, so I would have it as a potential employee. Why should I work in an organization where I will be at risk? So I think these are the 3 elements, these are the 3 challenges that we need to be dealt with. And
obviously we will have further opportunity to debate on the solutions that we're going to bring forward to deal with those challenges. Thank you. Thank you so much, Mr. Duncan. I think from what you see, it's really flagrant. The hotel industry, the tourism industry, it's not like back office work. We are very much here talking about frontliners, people who are in the same space as the client and as the customer, and that obviously brings about a bit of an element of fright because that issue about, contracting the virus or being vulnerable is very much there. Unlike professions, we had Ashwin earlier on talking about being able to work from home. In the tourism industry, there's very little that can be done from home. So the situation actually becomes aggravated. Thank you. Mr. Kanen, over to you. Merci Alia. Bonjour tout le monde. Je pense que l'hôtellerie est un des piliers économiques de Maurice et c'est un secteur peut-être passionné, mais c'est aussi un secteur très exigeant. Comme Robin a dit, c'est difficile, c'est challenging, mais c'est aussi passionnant. Donc l'hôtellerie, à un moment donné, il faut repenser parce que c'est exigeant, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à gérer, cette exigence-là. Et de sorte qu'on puisse vraiment travailler sur un modèle qui attire les gens. Travailler sur un modèle que je fais référence à work-life balance, ça a été dit, mais le work-life balance, il faut le faire sortir du mythe et passer à la réalité. Et comment le faire, c'est une bonne question à se poser. Et aussi, à un moment donné, il y a des gens qui cherchent le work-life balance, mais n'oublie pas que l'hôtellerie est aussi un endroit où on a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans de métier. Et eux, ils sont toujours là, et il faut aussi prendre soin d'eux. Donc il y a deux écoles de pensée dans l'école, le work-life balance et ceux qui veulent travailler pour avoir plus d'argent, pour soutenir leur famille, pour créer une situation qui est plus correcte. Donc le plus important, c'est pouvoir créer un espace où on peut accommoder les deux et donner cette liberté de choix, de choisir est-ce qu'on veut du work-life balance ou on veut travailler plus. On parle aussi du work-life integration de plus en plus, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être faisable dans le milieu touristique hôtelier? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou bien c'est quelque chose qu'on doit le faire? C'est ça la question que je pense qu'aujourd'hui elle est là parce que tout le monde est en train de se plaindre de ne pas pouvoir recruter pour le staff. Donc si on veut attirer, il faut bouger les lignes, il faut changer la donne, et il faut toucher et bouger des leviers qu'on n'a pas fait auparavant. Merci Kamel. Et vous, Stan, comment redorer la réputation de l'hôtellerie au sein du workforce? Bonjour à tous, merci encore pour l'invitation. Déjà, quand on parle de redorer le blason de l'hôtellerie mauricienne, il y a un problème avec la réputation de l'hôtellerie mauricienne pour pouvoir essayer de refaire cette image de l'hôtellerie mauricienne. Quel est le problème avec l'image de l'hôtellerie mauricienne? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Il y a l'aspect main-d'œuvre. En ce moment, il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur. Mais aussi, il y a ce que j'appelle, je suis parfaitement d'accord avec tous les intervenants avant aussi, et ce que Robin vient de dire, par rapport à l'aspect generation. Oui, ça change. Mais il y a aussi un autre aspect par rapport à la main-d'œuvre. Avant, il y avait la révolution industrielle, où les gens travaillaient, mais ils avaient une obligation de travailler. Forcément parce que c'était pour la survie. They had no choice. Il fallait travailler. Donc, malgré la situation, malgré les conditions de travail très difficiles à l'époque, ils étaient là, ils restaient, ils gardaient le poste. Après, leurs enfants sont venus et on a eu c'était la révolution industrielle. Après, on a eu la révolution de l'information. Cette génération a eu beaucoup d'informations. Ils ont pu refaire leur vie mieux que ce que leurs parents avaient fait. Ils ont pu avoir une maison à eux, une meilleure maison, une petite voiture. Donc,
les conditions de vie started to change. They were not forced for a survival. Ils étaient pour un standard of living. Ils cherchaient a better standard of living. Après, leurs enfants, à eux, donc la nouvelle génération, ils ne cherchent pas la survie. Ça a été déjà taken care of par les grands-parents. Ils ne cherchent pas non plus des standards of living, parce que leurs parents ont déjà créé les conditions pour les good standard of living. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent cette génération d'aujourd'hui? C'est plutôt, c'est ce que j'appelle la révolution sociale, enfin, on appelle cela la révolution sociale. They are looking for quality of life. La différence. Survival, standard of living, aujourd'hui c'est quality of life. Et c'est quoi quality of life? C'est quality of the work environment, quality of the conditions of work, quality of experience que ces nouveaux employés recherchent. Donc je crois que là, l'employeur n'a pas évolué par rapport à cette nouvelle tendance dans le métier, en général dans tous les métiers. Donc je crois que là, il y a un travail à faire. Je prends quelques exemples. Je vais être très pratique de par mon expérience. Je connais certains employés, par exemple, qui prennent des stagiaires, des jeunes diplômés, très qualifiés, très compétents, qui viennent dans un groupe, heureusement pas pour attitude. Jean-Michel, je te félicite pour l'approche déjà. Mais je connais des grands groupes où des jeunes viennent travailler et qui travaillent dur. Il y a une fille qui avait tout près de chez moi. À 5 h du matin, elle était sur la route. Attendre le transport pour l'emmener à l'hôtel. 5 h du matin, il pleuvait à Kirby. Il fait froid. Je voyais cette fille, je me suis dit, c'est pas possible. En uniforme, sur la route, 5 h du matin. Et plus tard, quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé, pourquoi tu étais là? Non, je vais travailler. Comme quoi? Employé ou stagiaire? Stagiaire. Ah, ok, d'accord. Et combien tu as pour ça? 0. À la fin du mois, 0 sous. Il y a une fille qui a travaillé pendant 5 ans comme stagiaire dans un hôtel. Not a single cent. Pourquoi? Parce que tu sais, tu es stagiaire, de toute façon, tu apprends. Vous croyez que ce jeune serait intéressé à travailler pour ce genre de groupe demain, quand il aurait déjà eu son diplôme final? Non. Je connais un autre cas où quelqu'un travaillait dans un hôtel, il gagnait bien son argent, c'était un contracteur, un sous-contracteur. Il faisait des massages, s'occupait de wellness center dans un groupe. Bien travaillé, bonne réputation, les clients étaient très satisfaits. À un certain moment, la direction lui a dit, écoutez, we're going to employ you now. Vous voyez qu'il allait gagner bien mieux, les conditions vont s'améliorer. En fait, il a eu une personne qui ne savait rien du tout de tout ce qui est wellness, massage, rien du tout. C'est une personne qui faisait peut-être un peu le jardinage à Floréal. Tout d'un coup, elle a eu un contrat de travail pour wellness. Et le gars qui a fait ses études à l'étranger, très diplômé, très qualifié, qualité de service, on lui a dit qu'on te donne 25 000 € par mois. Alors qu'il gagnait déjà près de 50 000 comme revenu à la fin du mois. So we have recruited the same guy to do the same job, but under different conditions, to work under somebody else who is not qualified. Alors, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi les gens partent? Nous avons perdu depuis le Covid 4800 personnes dans le secteur. Certains sont partis, d'autres ont été forcés à partir sur le IRS parce que les salaires sont beaucoup plus hauts, et d'autres encore ne veulent pas travailler. Pourquoi? On va trouver la réponse tout à l'heure. Merci, donc ça passe forcément par la valorisation de l'emploi et par revoir la méritocratie, la structure de l'offre d'emploi, n'est-ce pas? Merci, vous gardez le micro. La prochaine question, elle est pour vous. Le secteur du tourisme, on dit, est en pleine transformation, innovation. Quel rôle jouent les ressources humaines dans cette transformation? Je dis toujours que la force du tourisme n'est pas l'hôtellerie grandiose, les palaces, tout est silver, silk curtain, non.
force du tourisme mauricien, c'est le Mauricien. Mais quel est le rôle du Mauricien dans le développement du tourisme à Maurice? Je crois qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'employeur pour comprendre que le Mauricien aspire à beaucoup mieux. Ce n'est pas que le sourire mauricien qui compte dans l'hôtellerie, c'est important. C'est ce qui a fait le succès du tourisme mauricien pendant des siècles, pendant des années, des décennies, depuis les années 50, 60, etc. Qu'est-ce qu'on a vendu? Le soleil, la mer et la plage. Aujourd'hui, on vend toujours le soleil, la mer et la plage. Et avec le nouveau concept qui est venu, par exemple, pour l'inclusif. Jean-Michel va mettre All Inclusive Package pour le touriste et je dis toujours, excuse-moi, je fais référence à le confinement qu'on a eu récemment. All Inclusive Package, c'est Confinement Package. Oui. Alors, comment sortir dans tout cela pour que le Mauricien puisse bénéficier du tourisme? Il ne faut pas que le reste de la population reste spectateur du développement du tourisme. Le restaurant, le taxi, les magasins, etc. Ils ne vivent pas autant. Parce que les gens sont bloqués à l'intérieur dans les 4 murs de l'hôtel. Donc, comment transformer le tourisme, améliorer la main-d'œuvre? Il ne faut pas que les gens disent que dans l'hôtel là, je peux dominer. Il ne faut pas que ça arrive. L'hôtellerie a fait le succès du tourisme mauricien et surtout, on a créé l'industrie hôtelière. On n'a pas fait un secteur touristique à proprement dit. The tourism sector has not been created. We have a hotel industry. Et bien sûr, la main-d'œuvre. Pourquoi on a perdu 4800 employés dans l'hôtellerie depuis tant d'années? Je crois qu'il y a un gros travail à faire derrière et en même temps. Dans le passé, j'étais président de l'école hôtelière. Comme président, j'ai sorti de Québec pour emmener à Eben, l'école que vous savez maintenant. Savez-vous qu'en 2002, j'étais en Europe pour l'ARIM, j'étais directeur de l'ARIM à l'époque. Je suis parti à mes propres frais à Lausanne, parce que j'avais un battement, je me suis dit, moi, partir à Lausanne aussi. J'étais aussi président de l'école hôtelière. Et là, j'ai pu convaincre les gars de Lausanne pour venir à Maurice. Au départ, ils me disent, non, we don't sign with anybody, avec tous les pays, anytime they can have it. Et finalement, ils sont venus, ils ont vu tout ce qu'on a, et on a eu l'école hôtelière de Lausanne associée à l'école hôtelière de Maurice. Vous imaginez? On a travaillé pendant un bon bout de temps, on a même créé l'école d'application sur plan. Ça devait être à côté de l'école hôtelière. Le but que je voulais faire, c'est la grande école du tourisme et de l'hôtellerie de l'océan Indien. Il n'y avait pas Vatel, il n'y avait pas Escoffier, il n'y avait pas l'université de technologie à l'époque, où on a maintenant le département du tourisme. Avoir la grande école de l'hôtellerie et du tourisme de l'océan Indien, c'était une vision. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années? 2 ans après, j'ai dû quitter la RIM, dans des conditions que je ne peux pas raconter. J'ai quitté la RIM pour aller à Dubaï. Lausanne m'appelle à Dubaï, said, we can't stay anymore with these guys. Fonctionnariat, mentalité de la fonction publique, ils ont quitté. Des banques de l'eau. Aujourd'hui, on a l'école hôtelière. C'est dommage parce que that could have been une pépinière de ressources pour l'industrie du tourisme à Maurice. Former les gens, les jeunes, former le maximum qu'on peut, même exporter s'ils veulent partir, tant mieux. Go and see the whole world. Apprenez le tourisme, l'hôtellerie dans le monde entier. Et on a d'autres encore pour remplacer. C'était ça le but. Vous savez, j'ai recruté beaucoup de jeunes de Philippines. Quand j'étais à Dubaï, j'ai recruté des jeunes talents des Philippines, de Thaïlande, Myanmar, le Maroc, Syrie. Je peux vous dire que je sais que la RIM en ce moment, les hôteliers en général veulent avoir des employés, des étrangers pour travailler, pour remplacer. Tout à fait normal, très correct. C'est ce que j'ai fait quand j'étais à Dubaï. J'ai recruté beaucoup d'employés pour venir travailler dans nos hôtels à Dubaï. Mais sachez que ce n'est pas aussi facile que ça. Ça comporte son lot de problèmes, de contraintes.
faut être prêt. It is not just a plane riding plus tard avec les étrangers. You'll have lots of problems. Mais le système, donc, effectivement, la solution n'est pas vraiment de chercher une main-d'œuvre étrangère, c'est de. Excusez-moi, la solution n'est pas vraiment de chercher la main-d'œuvre étrangère, mais de former, de redorer le blason, comme vous le dites. Et bien sûr, le mot-clé, c'est de valoriser cet emploi-là, les ressources humaines dans l'hôtellerie. Question pour Canel, qui m'attend de pied ferme, je crois. En tant que directeur de ressources humaines, Canel, depuis plus de 15 ans, après 2 ans de Covid qui a grandement affecté le secteur touristique, il y a une certaine réticence. On a discuté de ça pendant ce talk series, sur le marché du travail pour rejoindre ce secteur. Mais comment pallier cela, à votre avis, et que fait le groupe Attitude dans ce sens? Effectivement, Adila, tout d'abord, ça me disait que l'attitude est différente, effectivement, parce que chez nous, on est à 99,9% des Mauriciens et des Mauriciennes. Donc je peux te rassurer que même tous nos responsables sont des Mauriciens. Et en ce qui s'agit, la raison d'être, même d'attitude, je vais aussi toucher un mot après, donc pour rassurer que l'hôtellerie, c'est pas que si simple, comme on dit. Donc déjà en 2019, la RIM avait enclenché un exercice avec Cantor TNS, Nathalie Jobs qui était là, sur comment améliorer l'attractivité du secteur. Donc, nous savons déjà que nous avons des difficultés à recruter, mais on était loin de se douter de la situation post-Covid. Certaines statistiques, on a tous dit, il y a 1500 postes à pourvoir, il y a 3500, 4000 personnes qui ont quitté le secteur en 2020-2021. Mais c'est aussi, c'est pas une problématique que pour Maurice, c'est une problématique worldwide. Il y a presque 1 million de personnes qui ont quitté le territoire. Donc, la situation est une tendance globale, malheureusement. Le Covid est venu démontrer comment ce secteur est vulnérable, que c'est un des secteurs les plus affectés après l'aviation. Le Covid a amené le confinement, on ne savait pas sur le parent, très vaguement, mais le confinement a fait du mal, mais ça a aussi fait du bien. À mon avis, le confinement a créé des changements importants chez nous. Ça a été une prise de conscience, si vous voulez, sur l'importance de rapprochement qui a tissé des liens plus profonds avec le proche. Et on a d'autres emplois alternatifs aujourd'hui à Lila qui nous permettent de garder ce rapprochement-là mieux que le terrain, soit honnête. Donc il faut accepter cela. Mais certains défauts, c'est aussi de trouver des emplois alternatifs parce que l'avenir de la batterie était à certains moments, 2 ans de Covid, qui était vraiment difficile et on ne savait pas comment ça allait demain. Mais le groupe Attitude, à Lila, on a déjà pris conscience qu'il faut bouger des leviers qu'on n'avait pas fait auparavant. Ceci dit, Attitude est déjà un groupe fortement ancré localement et le groupe est guidé maintenant par sa raison d'être. Sa raison d'être qui est Attitude engagée pour un tourisme à impact positif à travers la protection de l'environnement, soutenir l'économie locale et accompagnement de la communauté locale. Donc ça c'est très important, qu'est-ce qui veut dire que si quelqu'un veut travailler pour Attitude aujourd'hui, travailler à Attitude c'est synonyme de faire un travail qui a du sens. C'est de travailler et en même temps protéger son environnement, protéger l'environnement dans lequel nous vivons pour nous et notre famille, d'accompagner au niveau de la culture locale et l'économie locale. C'est très important. Qu'est-ce que Attitude veut et stand today. Donc ça c'est en termes de la raison d'être d'Attitude. Deuxièmement, comment on arrive à mettre une meilleure qualité de vie. Attitude est aussi Great Place to Work depuis 2017, mais ça ne nous empêche pas maintenant de dire comment on peut mieux faire. Et je rigolais avec Jennifer, je disais que lorsqu'elle nous annonçait le résultat du Great Place to Work, que Attitude est encore une fois labellisé en
récemment. Félicitations. Merci. Et on a bien compris avec moi et Vincent qu'on travaillait sur la stratégie HR for the next 2 years. Donc du coup, ça ne nous a pas empêché de dormir sur nos oreillers, mais ça nous a poussé de dire what's next. Donc, on le fera à 2 niveaux, à mon avis. C'est comment on peut changer le mode de travail, souvent pointé du doigt. Donc, comment on peut changer la structure même de travailler dans l'hôtellerie. Et deuxièmement, c'est une prise de conscience qu'on parle du wellness de l'employé, on parle du wellness physique et mental. Donc, physique, c'est bien, il y a des visites des médecins, et mental, attitude, on a décidé de dire, on va pousser un peu cette réflexion-là, parce que la santé mentale est hyper importante. Comment gérer ces émotions cruciales, et aujourd'hui, on s'apprête à s'engager avec un wellness spécialiste au service d'une famille members, justement, pour montrer que le well-being, comme tu dis, on peut l'intégrer dans le travail même. Maintenant, on n'a pas des employés, donc il faut essayer de réfléchir comment on peut attirer d'autres profils qui ont zéro expérience, d'autres profils peut-être qui ont de l'expérience dans d'autres secteurs, mais qui ne peuvent pas bien travailler dans l'hôtellerie parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais à travers notre attitude académie aujourd'hui, on peut faire cette remise à niveau et qu'ils puissent emboîter une carrière de vie. Donc ça, pour nous, c'est super important parce qu'avant, on n'avait pas cette capacité-là et aujourd'hui, on peut le faire en interne. Et l'autre point déjà, c'est qu'il faut être honnête, comme je t'ai dit, il ne faut pas nous voiler la face non plus. L'hôtellerie était parfois trop considérée stricte en termes de grooming. Or, on écarte déjà pas mal de gens, des futurs employees, au départ même, et le monde a beaucoup changé. Je pense ce qui nous choque auparavant nous choque moins en 2022. Donc je pense qu'il faut s'adapter pour devenir un monde plus inclusif. Quand je dis s'adapter, c'est de casser des lignes, de bouger des lignes et de dire aujourd'hui, est-ce que le grooming, peut-être certaines familles members là-dessus ne sont pas au courant, mais là-dessus c'est déjà engagé aujourd'hui pour faire des changements en disant que le grooming, peut-être les tatouages, les piercings, les longs cheveux chez les garçons choquent moins le client actuel. Et d'avoir un monde inclusif, même en tant que gender, avoir le même règle de grooming pour les garçons et pour les filles. Ça révolutionne tout ça, bravo. Donc, pour nous, l'objectif, c'est pas de s'arrêter ici, mais voilà, dans les grandes lignes, comment Attitude pense bouger les lignes, toucher deux leviers pour essayer de pallier à cette point. Et vous y arrivez, j'ai envie de vous le demander, peut-être que c'est encore trop tôt, mais est-ce que vous ressentez que ce changement, cette amélioration dans la façon de faire, s'adapter aux chercheurs d'emploi, à ce qu'ils recherchent, est-ce que ça commence à porter ses fruits? Ça commence à porter ses fruits, heureusement, parce que ce matin même, on voyait les chiffres avec l'équipe exec et on voyait que les chiffres de juillet est inférieur en août concernant le recrutement et les livrages. Donc ça montre qu'il y a une progression, qu'il y a un momentum qui commence à créer la monnaie souvent et j'espère que ça continue. Merci pour cet aperçu quand même, fort intéressant. Monsieur Robin Nomikou, vous êtes spécialisé dans le Sustainable Development aussi. Et si on parle d'un touriste durable, d'un modèle touristique durable, excusez-moi, ne doit-on pas le bâtir aussi sur une autre politique de ressources humaines? Thank you very much, Angela. Again, a very pertinent question. There are two elements to this question. The first one is the term sustainable development, what we call sustainability, and the second one in human resource management. Okay, when you talk about human resource, we can say the human resource management. Just to be clear to everyone, sustainable development is a concept that has been introduced since 1987. Okay, the theoretical concept is sustainable development. The tourism industry has started adapting it to become sustainable tourism. So I'm going to talk about sustainable tourism first, sustainability first, and then talk about how it's linked to human resources and the role of human resources in promoting sustainability. Now, when you talk about sustainable tourism, the most important ways for any organization, or let's talk about a destination,
Vincent mentioned it before, when you talk about the tourism industry, it's not only about the hotel sector, it's not only about the restaurant sector, it's about the destination in itself. Okay, and the reason I emphasize on that is because when all of us travel, we travel to consume the destination. We travel to consume what I call an integrated product, not only the hotel, not only the airline, not only the culture. Okay, so the element of sustainability should be embedded in the destination management system in general. And so in Mauritius, I'm not too sure, the problem is not really with the hotel sector in terms of sustainability initiative, in the hotel sector, especially the big groups like Attitude and the others, they do a lot in terms of sustainability, but the problem is, when you talk about sustainability from a public, Mauritian public perspective, we've got a big problem there. We've got a big problem because sustainability is not a way of life yet. Sustainable tourism is not a way of life yet. And when you talk about sustainable tourism to the people down the road, the common man, they don't know what it is. Okay, when you talk about sustainability to even university students, they know what sustainability is, but the intricacies involved with sustainability, I think it's a concept that's very popular, but very much misunderstood. It's beyond protection of the environment. Yes, it's beyond protection of the environment. It's not only about protecting the environment, and there's also the human aspect to sustainability. So it includes gender equality, nutrition. When you look at what development is, sustainable development is not only about economic development. And the misconception is always that when you talk about economic development, it means development. No, development is any process that improves the living conditions of people in an economy, in a destination. So that involves the nutritional status, spiritual status, freedom of speech, freedom of the press, gender equality, in addition, of course, protecting the environment, the natural resources, the forests, etc. So I think when we talk about the human resources, we do not only need to think about the current people working the labor force, but it's also about the future human resources. So the student, the public, okay, they need to be clear about what sustainability is. And obviously now, you mentioned about human resources. So there are two ways in which sustainability is linked to human resource management from an organizational perspective. The first one is human resource management should help the organization progress the sustainability agenda. Okay, and obviously then you have the sustainable development goals that can be used as a broader framework for any organization to contribute to advancing the sustainable development goal. But this can only happen if the human resource pool understands what sustainability is. So the first dimension in which sustainability is linked to human resources is that the human resource pool of any organization should help the organization advance the sustainability agenda, the economic agenda, the environmental agenda, and the social agenda. That's the first. So it's the contribution of the organization to the broader environment, to the broader society, and to the broader economy. The second component is the human resource management in itself should be sustainable. Right? We are here today, we are faced with this problem of, labor force shortages, we have a mismatch, possibly because our human resource management system is not sustainable in the first place. A sustainable human resource management, that's very internal to the organization. It should be able to take care of generational changes, the aging population, changing culture, changing identities, changing work values. And the reason we are having this talk today, and there's also a big one organized by Hotel School on the 27th, is because our human resource system has failed. We have become more reactive rather than proactive. So a sustainable human resource management, as a second dimension, should take care of those aspects to foresee what's happening. So let's be proactive rather than being reactive. So to me, this is where the contribution of sustainability to human resources should be. Thank you for that. I think what you say is so thought-provoking because it means that, in effect, our human resources need to understand and master the whole dimension, the whole plethora of aspects, of salient features with regards to sustainability. So here comes education, training again
us human resource practitioners, we don't master the topic, which listening to you, I feel maybe not all of us do, then how are we going to mend the way forward? How are we going to build a sustainable workforce, as you say? So that's very deep and thorough. Thank you for that. Ok, donc on bascule sur le français, si vous le voulez bien. Dernière question pour conclure avec nos trois panélistes. Question simple, mais je pense qu'il est fort pertinent aussi. Comment et avec qui construire l'hôtellerie de demain, messieurs? Qui se jette à l'eau? Avec qui construire l'hôtellerie de demain? Avec qui construire le tourisme de demain? Je préfère qu'on construise le tourisme, le secteur touristique de demain. Mais avant de parler un petit peu plus là-dessus, je voudrais bien rebondir. Je vais vous demander juste de tenir le micro un petit peu plus haut. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que Robin a dit avec beaucoup de pertinence par rapport au développement durable. À Maurice, on a toujours tendance à croire que le développement durable veut dire greening of the destination. On passe au vert. Non. Il y a plusieurs aspects du développement durable que malheureusement on oublie ou on ne sait pas. Il y a 5 principes du développement durable. La croissance, rien n'est durable s'il n'y a aucune croissance dans le business. On investit pour faire des profits et c'est bien. Il faut qu'il y ait croissance dans la profitabilité aussi. Donc, s'il n'y a pas de profit, s'il n'y a pas de croissance, nothing is durable. Le deuxième principe, c'est la pérennité. Our values, notre héritage, notre histoire, notre culture. How can we lose all these and we still believe that we are doing sustainable development? No way. Troisième principe, l'équité. Il faut que tout le monde gagne du tourisme. Il ne faut pas que there are pockets of wealth, of benefits du tourisme dans le pays. Il faut que tout le monde puisse bénéficier de cette industrie du tourisme. Quatrième principe du développement durable, l'éthique, le comportement des Mauriciens vis-à-vis des visiteurs, le comportement des opérateurs touristiques vis-à-vis des... Ce ne sont pas des pigeons à plumer comme on disait dans le passé. Le comportement des visiteurs eux-mêmes envers la nation mauricienne, envers ses hôtes. Cinquième pilier du développement durable, la résilience. Comment faire face à une catastrophe, Covid, tsunami, heureusement qu'on ne l'a pas, c'est cyclone, sécheresse, water shortage, comment faire face? Qu'est-ce qui est durable si on n'arrive pas à faire face à ces problèmes? Qu'est-ce qui est durable si on continue à maltraiter, à attaquer les visiteurs dans les villes, dans les centres-villes et ailleurs? Donc, pour tout ça, je reviens maintenant à votre question. Le tourisme de demain, je crois que pour bâtir une industrie du tourisme durable demain, il faut déjà refaire ce qu'on faisait dans le passé. C'est-à-dire sensibiliser la nation mauricienne par rapport au tourisme. Je faisais des causeries partout quand j'étais directeur de la RIM. Je sais que Jocelyn aussi est en train de le faire. Partout à travers l'île, à travers le pays, dans les écoles, dans les clubs, dans les associations féminines, je faisais des causeries. Sensibiliser la nation mauricienne par rapport aux bienfaits du tourisme pour notre économie, pour leur propre vie. C'est pour ça qu'à Dubaï, quand je recrutais les gens, je dis I'm not recruiting you to grow our company. We are recruiting you to grow yourself. When you grow, you will grow my company. Et cette attitude a changé. Donc, très important, attitude, d'avoir la bonne attitude, la pensée positive, la bonne mentalité par rapport à l'évolution du tourisme de notre société. Donc, tout ça, je crois que va aider à bâtir une industrie du tourisme durable et qui ferait la fierté de la nation mauricienne comme nous le sommes déjà. Vivement, merci Stan. Carmen, tu veux prendre la parole? Je resterai sur comment construire la télé de demain en point de vue d'employé. Je pense qu'une restructuration est nécessaire, de repenser la productivité du cours. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est notre mode de travail doit être bousculé pour pouvoir trouver quelque chose de bon niveau. Mais aussi l'hôtellerie de demain, je pense majoritairement ce sera des locaux, mais
présenter localement, je pense que ça va être difficile de tenir là-bas sans pouvoir réfléchir à comment on peut amener un petit pourcentage minoritaire des expatriés. Juste le fait de stabiliser cette manque de main-d'œuvre. Ceci a été dit récemment dans la radio avec mes autres confrères de la télé que les expatriés n'ont pas pour venir remplacer ou diminuer les jobs des Mauriciens, mais c'est plutôt pour pallier à un manque d'employés. Et on ne parle pas aussi ici d'être accueillis, servis que par les expatriés, mais avoir une partie minoritaire des expatriés. L'autre partie qu'on peut essayer de trouver aussi, c'est comment on peut avoir plus de mécanisation en termes de l'opération. Et quand je parle plus de mécanisation, je ne parle pas pour les moment of truth. Qu'est-ce que je veux dire par le moment of truth? C'est l'opportunité que nos employés ont pour faire un impact positif ou négatif sur un client. Donc ça, il faut éviter, mais les autres, là où on peut le faire, il faut réfléchir. Voilà. Tout un travail de réflexion, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais. Et M. Danicou, avec le fin. Answer it into two different components. The first component is we look at the destination level, destination Mauritius, and then we look at the implication for organization. I think there's a big problem when we talk about Mauritius as a destination. Okay, Mauritius is marketed under 3S mainly, okay, by the government authorities, but Mauritius is more than that. Mauritius is a culture. I recently had a friend who visited me from the US, a professor in one of the leading US universities. He was previously the Prime Minister of Aruba, and he does a lot of research in all the island economies. He visited all islands. The only island he traveled to, the last one was Mauritius. But when he came to Mauritius, he said to me, Robin, when I read about Mauritius on the net, on the MTPA website, I thought Mauritius was only about the 3S. But he said to me when he visited Mauritius, he saw people of different culture working in saris, in Churidan, different kind of dresses, churches on one side of the road, mosque on the other side of the road. He said, but Mauritius is beyond what is marketed on the net. Okay, and this is why I think Mauritius loses its competitiveness when we compare ourselves to Maldives and Seychelles, because the new tourists now, they look for what I usually call edutainment. Previously, the old tourists were traveling for entertainment. You travel to have fun. But the new tourists now, they travel for edutainment. The edutainment comes from the education. They look for a destination, they travel to destination where they can educate themselves. And how do you educate themselves? Is by educating, by learning about the culture, the history, the heritage, the gastronomy of the place, which unfortunately Mauritius is not marketed properly. We're talking about marketing an experience, and that doesn't mean having a website where you say these are different elements. It needs to be marketed properly from an experience perspective. So I think one of the future of tourism depends on how far we redefine the tourism program. That's the first element. The second element is the human resource challenges we face. There's one thing that we all need to understand. The challenges of the tourism industry has always existed. Since the birth of the tourism industry was known to be vulnerable, was known to be unsociable in terms of working hours, was known to be lacking carry off. But why is it only today that we are facing the labor force problem? And I think that's a generational problem. As a destination, as an organization, as any organization, and this is a global phenomenon, we do not understand the needs and aspirations of the new generation. We do not understand how far their values are different to the types of employees we've already catered for. So our human resource management system has to evolve, has to take into account, okay, the expectation, the needs, the values of the new generation. Okay, and this is where I think there's a big gap. We need to redefine organization, but before that, I think we need research and understanding what are the new generations looking for. And there's plenty of literature, sorry, I refer to my academic surveys every time. There's plenty of literature as to what the new generation they are looking for, and I think that gaps need to be understood by all human resource managers and adapt the human resource management system accordingly. Thank you. Thank you so much. So really the key takeaways, we said that. I'm just getting the cue from what Robin just mentioned.
the next generation. We talked a lot about generation X, Y, Z. But the next generation is already born. The Alpha generation is here since 2013. La génération Alpha est déjà née. In 10 years from now, this generation will be adults and will have to cater for their needs. We have to be ready for that. We have to be ready. They're the ones born with a phone in their hand, isn't it? So, and everything instantaneous. Innovation, creativity, changing the order of tourism is the game right now. Thank you. So yes, key takeaways: redefining, rebranding, rethinking the tourism sector, the hotel sector. These are not new things that we've been talking about, mais il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence que si pour résoudre ce problème qu'il y a sur le marché du travail, ben, ça passe par tout ce travail approfondi de réflexion, n'est-ce pas? Sur ce, je vous remercie, messieurs, pour ce partage.